Cassos, aujourd'hui, comment un pays tel un pays européen, aujourd'hui, qui est à côté de nous, si proche, voisin, avec une vie qui est proche de la nôtre, comment un tel pays a pu s'autodétruire dans un processus qu'on a du mal à comprendre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Cassos. Aujourd'hui, avec nous avons plusieurs personnes. Nous avons avec nous Boris Neiman. Attention! Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, effectivement, il y a crime, il y a viol, il y a destruction de maisons systématiques, organisées. Attention! C'est comme les Bretons ou les gens qui habitent dans le sud et dans le nord. Hein. C'est exactement la même chose. Oui, mais si tu veux, en France, on ne dit pas que les Bretons sont dangereux. Imagine Mitterrand ou Chirac qui commencent à parler d'une partie, d'une frange de la population comme menaçante. Oh, et pas une volonté de destruction seulement d'une personne, de toute une communauté, d'une humanité, de gens qui vivaient ensemble, comme si c'est pas seulement le crime de voisinage, c'est pas seulement je vais chez mon voisin, il fait trop de bruit, je lui envoie mon poing, il tombe par terre ou je sais pas quoi. C'est vraiment je veux systématiquement détruire la présence d'une certaine partie des gens qui habitaient là. On a eu un pays en guerre durant 8 ans, c'est ça, 8-9 ans? Oui, on peut dire que la guerre a duré 8 ans, c'était de 91 à 99. Cette guerre a d'une certaine manière fait plus de 200 000 victimes. Et ces 200 000 victimes, ce sont principalement des civils. C'est une guerre contre les civils. C'est ça c'est principalement des personnes qui n'étaient pas en armes qui ont été tuées. Oui, donc c'est pas une guerre d'armée armée, quoi. C'est une guerre contre les civils pour justement les terroriser, les faire rentrer chez eux, le fait qu'ils ne puissent pas ouvrir la parole, les faire changer de territoire chaque fois. Les faire fuir, les empêcher de vivre là où ils habitaient. Attention! Comment est-ce qu'on est passé d'une situation de cohabitation et le lendemain une situation de crime? C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une volonté verticale d'organiser en fait la violence. Et comment on l'a fait et comment ça a été fait, c'est que d'abord par l'utilisation des médias, la télévision. Au moment où Milošević arrive au pouvoir, en fait, il utilise les images à la télévision de Belgrade. En même temps, il met les images de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, il utilise les images du conflit qui commence à apparaître, des premières tensions. En général, c'était des conflits de hooligans dans les stades ou des trucs comme ça. Et il fait toujours le parallèle Seconde Guerre mondiale aujourd'hui. Et ça lui a permis de faire une continuité de la violence et comme de projeter la violence qui avait eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui. Donc ça veut dire, est-ce qu'il s'est mis à utiliser de la violence ordinaire, entre guillemets, de la violence de petits voyous, comme des gens qui sont dans les clubs de foot, etc., comme on voit dans chaque pays, et qui a déformé le propos de cette violence? Il a fait plus que ça. Il a organisé en fait les groupes de supporters en milices paramilitaires, on le sait aujourd'hui, par les témoignages qui sont en TPI, on en parlera tout à l'heure, et il les a organisés de telle manière à ce qu'ils soient à son service. L'histoire qu'on connaît le plus, c'est l'histoire de son arrivée, tu en parlais tout à l'heure, au pouvoir. Un peu après, il va au Kosovo, justement, et il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'affrontent ce jour-là avec la police. En fait, on sait que ce groupe de hooligans qui s'affrontent à la police au Kosovo est organisé par lui, à qui il a donné des pierres, des bâtons, etc., qu'il leur a fait dire « Allez-y, attaquez la police yougoslave, légale ». Et à ce moment-là, il intervient et il dit « Jamais plus », puisque la police intervient pour calmer les émeutiers, et il dit « Jamais plus, je ne laisserai le peuple serbe être frappé ». Et l'ensemble de la scène est organisé. Mais cette question-là, en plus, on est passé d'une situation où bon, moi j'étais petit, je me souviens bien, mais j'allais en Yougoslavie chaque année. On ne se posait pas la question de savoir de quelle origine était l'autre. Ou qui était. Cette question, elle est venue après. Et c'était une relecture, disons, ethnique.
Tu parles de toujours Milosevic, mais est-ce que du côté Tudjman, par exemple, c'est aussi Oui, une oui. famille qui Alors, a lui, récupéré tout l'argent, tout le bénéfice de ce conflit, quelque part. Alors Tudjman, c'est un ancien général de l'armée yougoslave qui a décidé à la fin des années 80 de créer un parti nationaliste croate, beaucoup sur le modèle d'ailleurs de ce qu'avait fait Milosevic. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises et ils ont, on peut dire maintenant, on sait coopérer sur un certain nombre d'éléments de la manière de gouverner. Et il avait pris position, donc il a pris position dans les années 80 pour une aile qu'on peut appeler d'extrême droite, raciste, en Croatie, et qui a commis les pires crimes, surtout en Bosnie centrale, c'est-à-dire dans la région de Mostar où tu as été. Et Milosevic est plutôt un cadre traditionnel du régime. En fait, pour schématiser un petit peu, on pourrait dire que Tudjman, c'est presque une passion. Le fait qu'il veuille faire un état fasciste quelque part, Ouais. et Milosevic, c'est une question de survie, de diviser pour Ouais. pouvoir rester toujours sur place et profiter de la guerre, etc. Milosevic, c'est ça l'innovation politique, c'est qu'il fait un conflit sans idéologie, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'idéologie dominante. Milosevic a perdu toutes ses guerres et toutes ces guerres lui ont permis de rester au pouvoir. Néanmoins, alors c'est un paradoxe, on peut dire que quelqu'un qui perd une guerre devrait rester au pouvoir. Non, parce qu'en fait, l'utilisation de la violence a été qu'un moyen supplémentaire au niveau interne en Serbie pour que personne ne le conteste. Et donc, perdre une guerre, c'était pour lui dire, si vous continuez, ça sera eux qui seront ici et nous, on va tous, et c'est ce qui brandissait, c'est-à-dire qu'on sera les victimes de nos propres guerres. Donc, on sera, finalement, la prophétie est autoréalisatrice. Une des choses importantes, je crois aussi de comprendre, c'est la sortie ou la non-sortie du communisme, en fait. C'est aussi comme ça que... Je crois qu'il y a une des choses importantes, c'est que, en fait, on voit après dans tous les pays communistes ce qui s'est passé, mais qu'à l'époque aussi, et je crois que c'était important en Serbie, ce programme nationaliste était une façon de sortir du communisme. Donc, quelque part, c'était mieux que le communiste. Ce qui est aussi une façon de comprendre comment on a pu en arriver là. Donc, en fait, c'est aussi une façon de comprendre pourquoi les pays européens ont soutenu les mouvements nationalistes en Yougoslavie. Est-ce que ces personnages extérieurs ont aussi participé à cette orchestration ? Je dirais plutôt qu'ils ont laissé faire. Et c'est peut-être aussi grave que ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'ils ont laissé faire dans le sens où ils avaient la possibilité d'arrêter la violence et ils ont préféré, je cite la Mitterrand, ne pas rajouter de la guerre à la guerre. Ou dire que ce sont des tribus qui s'affrontent, comme il l'a dit. Donc ça, c'était des visions. Finalement, ça ne nous regarde pas. Et on préfère laisser Milosevic commettre ses crimes. Evo, Sarija slika, ajde, Sari. Ajde ga malo slibaj, ovako je. Daj jedan pištolj. Malo, pištolj moj slibaj, haj moj pištolj slibaj. Daj moj slibaj. Pištolj moj. Comment le mot vie peut être encore intégré dans ce pays au moment où, durant 8 années, tout a été fait, tout a été déchaîné et orchestré et manipulé pour qu'aucune confiance entre ses voisins, entre ses gouvernants, entre ses amis, entre son ami puisse continuer. Comment aujourd'hui, l'actualité, l'an 2000 peut-être se vivre dans un tel pays? Là, c'est une énorme question. Alors, la chose importante, c'est vraiment cette question de la confiance. Alors, comment on fait pour vivre les uns à côté des autres quand on ne sait pas ce que son voisin a fait? Quelles sont les possibilités de réconciliation? Bon, il y a une commission justice et réconciliation. Il y en a une qui a été créée à Sarajevo, une autre qui a été créée à Belgrade. Ce qu'elles disent, ces commissions de personnes, c'est qu'elles disent d'abord, il faut pouvoir individualiser les responsabilités. Il ne faut pas que tout le monde se sente responsable des crimes. Donc pour ça, il faut que quelques personnes soient jugées. Et pour qu'elles soient jugées, c'est les principaux responsables dont on a envie de connaître les actes qu'ils ont commis. Pas tellement pour les punitions, mais pour bien établir les faits et pour qu'on comprenne. Ensuite, il faut probablement réussir à dissocier la question des crimes avec la question de l'origine des gens. Parce que quand on parle en Serbie ou en Croatie avec les gens, ils ont tendance à croire que parce qu'on juge un tel, on juge tout le monde. Et ça, c'est important. Ça veut dire, si je juge Milosevic aujourd'hui au TPI, il peut bien dire qu'à travers lui, politiquement, on juge tout le peuple serbe, mais c'est pas ça. On juge son régime.
En ce sens, le tribunal de TPI est un tribunal politique, mais il est un tribunal qui empêche un gouvernement tel que Milosevic de gagner. Est-ce qu'en ce moment, il y a des programmes d'aide et d'action pour justement reconstruire sur les usines, les villes, etc. Oui, il y a des programmes plusieurs types de programmes. Bon, il y a l'Union européenne qui essaie de reconstruire un certain nombre de choses. Les ponts sont reconstruits en partie. Il y a des programmes mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on reconstruit pas comme si c'était un tremblement de terre. C'est ça. Or, la reconstruction, elle se passe en ex-Yougoslavie comme s'il y avait une catastrophe naturelle. C'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'il y a des gars qui sont venus avec des pistolets mitrailleurs dans des villages où il n'y avait pas de défense et ils ont tué tous les civils. Comment on fait pour reconstruire dans ce cas-là ? La priorité, c'est de s'adresser aux victimes, c'est-à-dire d'aider les victimes. C'est pas de reconstruire pour donner de l'argent, encore une fois, aux mafieux ou pour reconstruire des trucs où on va mettre que des gens d'une certaine origine parce que le mafieux a dit ça ou quoi que ce soit. C'est de reconstruire d'abord en reconstruisant pour les gens qui ont perdu. Ça, c'est ce que tu penses ou c'est ce qui se fait ? C'est pas ce qui se fait, malheureusement. C'est ce que j'aimerais qu'il se fasse, puisqu'on parle de réconciliation. La réconciliation, elle se passe par des actions autres que ce qui se fait. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est un peu plus dresser des murs entre les gens. Chacun a créé des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, parce qu'ils ne croyaient pas en l'État. Et ça, c'est un espoir, parce que ça veut dire que les gens reprennent en main leur vie, quoi. Ils font des choses pour eux. Et ça, je pense que c'est en marche. Il y a beaucoup de choses qui sont désespérées, et tu en parlais, mais il y a des choses qui commencent il y a de la vie dans Yougoslavie. Ça, c'est sûr. Il y a de la vie. Et je pense que la vie qu'il y a, c'est une joie, pas mal d'amour entre les gens, et les gens se marient ensemble et recommencent à se marier ensemble, et ils le feront. Et 3, il y a la volonté de vivre avec nous aussi ici, et ils viennent beaucoup en France, et c'est super. Enfin, je veux dire, et ça continuera. Il y a de la vie en Yougoslavie.